Petit aparté en début de vidéo pour vous dire qu'en fait la vidéo était tellement longue que j'ai décidé de la couper en trois parties. Donc première partie c'est cette vidéo, donc ça porte sur les premières questions de l'ENS qui sont assez faciles, des trucs assez classiques. Puis ensuite il y a des sortes de théorèmes, enfin une sorte de produit de Cauchy dans la deuxième vidéo. Et ensuite la troisième qui porte toujours sur la première partie, hein, qui porte sur les réciproques de Césaro, donc assez intéressant. Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la correction de maths C. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et du coup, là, le sujet est tombé il y a à peu près une semaine, et puis il était assez intéressant, donc sur les suites et les séries, et du coup, avec le V, on s'est dit qu'on pourrait faire une petite correction de ce sujet-là, plus maths D potentiellement. Et comme on a vu que sur le sondage, vous étiez plutôt enclin à une correction, et ben on est parti. Alors après, quand je dis correction, c'est à prendre avec des pincettes évidemment, parce que bon, on n'est pas agrégé et puis on n'a pas de diplôme en maths, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais bon, du coup on est parti, donc ce petit sujet fort intéressant, et du coup on va faire juste aujourd'hui la partie 1, parce que évidemment il y a 3 parties, et on va pas tout faire en une seule vidéo, sinon ça serait vraiment long. Du coup, on commence directement avec le petit lemme de Césaro, voilà, tranquille, mais au début, hein, et après évidemment, je sais pas si vous connaissez ENS, mais les questions en fait augmentent au fur et à mesure. Les premières questions ne rapportent pas énormément de points, et c'est les dernières questions où ils attendent vraiment au tournant en fait. C'est la technique de la camionnette pour attirer des questions simples, puis mettre des questions d'enculé à la fin. Donc, maths C, alors maths C était plutôt simple comparé à maths A, maths B, de ce que j'ai entendu, j'ai pas regardé le sujet. Et évidemment, bon, bah, comparé à maths D, c'est plus simple. Donc la première question, c'est tout simplement démontrer Césaro. Donc en gros, quand une suite UN converge vers une valeur L, alors sa moyenne converge aussi vers une valeur L. Et il faut aussi que le montrer dans le cas où c'est une suite réelle qui tend vers plus infini. Donc pour ça, c'est classique, c'est une petite démonstration de cours, donc c'est un peu mécanique, ça se fait. En gros, on compare juste sigma n, qui est du coup la moyenne, à L. On va faire rentrer ce L dans la somme, donc là j'ai pas trop détaillé les calculs parce que bon sinon c'est chiant, mais en gros ici on a n plus 1 terme dans la somme et il y a une division par n plus 1, donc en gros on peut faire rentrer ce L, on peut montrer qu'on peut faire rentrer le L dans la somme, et du coup par inégalité triangulaire ensuite on se retrouve avec une somme de valeur absolue de k moins L. Alors juste petite précision, il y aura le PDF en lien de la vidéo du coup, qui est le PDF de correction de la partie 1. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et donc du coup, évidemment, on prend, ça c'est une démonstration avec les epsilon, donc on va choisir un epsilon plus grand que 0, et on va découper la somme en deux, de 0 à n0, puis de n0 à n. Et donc la première partie, on va se retrouver avec une majoration par epsilon, et la deuxième partie de la somme, on va tout simplement prendre un n assez grand pour que ça passe en dessous de epsilon, et du coup à la fin on se retrouve avec 2 epsilon, et du coup ça tend bien vers 0. Ok, donc là je m'attarde pas trop dessus parce que c'est vraiment des démos de cours, et puis en plus il me semble, je sais pas si on l'a fait sur la chaîne, mais bon bref, c'est des trucs assez simples. Et M c'est pareil, on prend un M plus grand que R, pardon, appartenant à R, et on va découper sigma n en deux. Et ensuite on va réussir à minorer sigma n par la moitié de m moins 1, et ensuite ça revient à dire que sigma n tend vers plus infini. Donc voilà, ouais, ça c'est la première question, assez facile. Et ensuite on a la deuxième question qui est une petite application. Donc là on reconnaît immédiatement la série harmonique, somme harmonique, donc avec juste une division par n, donc on sait que ça c'est équivalent à ln de n. Alors après, je sais pas à quel point les correcteurs veulent avoir de la précision. Est-ce qu'on est censé savoir que c'est équivalent à ln de n, et du coup on fait directement. Après dans la question c'est écrit à l'aide d'une combinaison de série intégrale, donc je pense que tu peux pas directement le sortir de ton chapeau. Donc bon, petite comparaison à faire, et ensuite on divise par n, et donc on trouve directement un équivalent ln de n sur n. Ok. Ça c'était tranquille. Ensuite la troisième question, très intéressante. Donc là on va sortir le tableau.
on a en qui tend vers alpha, et donc en c'est tout simplement la différence des termes. Donc en fait, pardon, c'est pas égal, c'est genre ça tend vers. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement les termes de plus en plus, ils vont être espacés d'une distance alpha. Et du coup, on peut démontrer que du coup, un va tendre vers plus l'infini, parce qu'à chaque fois, il y a un rang à partir duquel la distance entre un plus 1 et un est, mettons, je sais pas, plus grande que 1/2 de alpha. Et du coup, ça va à chaque fois augmenter avec un pas strict, et ça va tendre vers plus l'infini. Bon, ça c'était juste la petite intuition vite fait. Mais du coup là on utilise direct ces arrows, donc c'est très intéressant ça. Parce que sans utiliser ces arrows, c'est assez dur de voir que comment trouver un équivalent de un. Mais du coup quand on va sommer les termes en fait, par ces arrows on sait que 1 sur n ça tend vers alpha. Ok, et ensuite là on a un magnifique télescopage qui nous fait apparaître du coup un moins u0. Voilà, et là du coup c'est magnifique puisque ça tend vers alpha. Ensuite le terme u0 il va être négligeable devant n, donc on va pouvoir l'enlever et on va trouver un sur n qui tend vers alpha. Et ensuite dans l'énoncé c'était un alpha qui est non nul, donc ça c'est différent de 0. Et du coup on peut direct conclure avec l'équivalence un équivalent à n alpha. Ça c'est assez intéressant. Très intéressant. Et sinon il fallait faire autrement aussi, donc sans utiliser ces arrows. Ce qu'on peut faire c'est on va supposer par exemple que alpha est plus grand que 0 sans perdre de généralité, parce que sinon on prend juste l'opposé si c'est plus petit que 0. Okay. Donc imaginons que ça tende vers un alpha plus grand que 0. Donc ce terme là il est plus grand que 0 à PCR. Okay. Et du coup par critère d'équivalence des séries à termes positifs on a un plus 1 moins un de même nature que la somme des alpha. Okay. Or là clairement la somme des alpha ça diverge vers plus infini, okay, parce qu'on a une quantité non nulle qu'on additionne un nombre infini de fois. Donc ça diverge. Et du coup quand on a l'une des deux sommes qui divergent et dont les termes sont équivalents, okay, et ben on peut dire, on peut prouver que du coup les deux sommes sont équivalentes. Et du coup ça va être équivalent à ça. Voilà. Donc en gros ça se comprend par le fait que donc à PCR on est plus grand que 0. Donc on va avoir une équivalence, imaginons que c'est un terme genre imaginons qu'à partir du rang n0 j'ai un truc strictement plus grand que 0. Okay, donc je découpe la somme en deux, de 0 à n0, on s'en fout, plus de n0 à n, ok, on s'en fout. Donc ce terme là il est de terme strictement positif, donc il va être équivalent à la somme des alpha de n0 à n. Et eux en fait les termes qui sont avant n0 ils vont être négligeables puisque ce terme là il diverge vers plus infini. Du coup tout cela vont être négligeables et donc l'équivalence va rester vraie quand on additionne ces termes là. On peut les additionner sans que ça pose de problème pour l'équivalence, parce que c'est une équivalence qui tend vers plus infini. Voilà. C'est un peu l'intuition qu'il y a derrière. Donc en gros c'est très important de vérifier que la somme, l'une des deux sommes diverge, pour pouvoir dire que les deux sommes partielles sont équivalentes. Et du coup ça c'est nickel, parce que ça, encore une fois on a un moins u0 équivalent à n alpha. Et ensuite ça c'est négligeable, donc un équivalent à n alpha. Voilà, petite question tranquillou. Pour la 4, alors ça c'est... on voit qu'il y a une division par un plus 1, enfin une comparaison entre un plus 1 et un. Donc là, évidemment,
Sinon c'est un réflexe, mais il faut toujours utiliser les questions d'avant. Donc là, on voit que, bon, clairement si j'applique le logarithme, je vais avoir un petit truc sympa. Il faut juste justifier qu'on puisse appliquer le logarithme. Et là, comme on a L qui est dans 0 plus infini, ça marche nickel. Du coup, on va avoir, en appliquant le logarithme, ln de un plus 1 sur un va tendre vers ln de L. Ok. Par continuité du logarithme en L en fait. Parce que le logarithme il est continu en L, donc tout de suite qui tend vers L, tend vers ln de L. Fait tendre enfin le logarithme de la suite vers ln de L. Du coup, ça serait écrit comme ln de un plus 1 moins ln de un qui tend vers ln de L. Et ensuite du coup, comme on peut appliquer le truc d'avant, enfin on peut pas vraiment appliquer le truc d'avant parce que si L égale à 1, on se retrouve avec 0. Donc on peut pas vraiment dire, on peut pas vraiment parler d'équivalence ici, parce que sinon il faudrait faire un cas particulier si L égale 0, enfin si L égale 1. Du coup vaut mieux directement dire donc par ces arrows, on réutilise le même procédé que juste au-dessus en gros, et avec ces arrows on va trouver que 1 sur n ln de un tend vers ln de L. Et ensuite pareil, on repasse à l'exponentielle. Donc par continuité de l'exponentielle en ln de L, exponentielle de ça va tendre vers L. Et ensuite ça, il n'y a plus qu'à le réécrire comme racine énième de un. Voilà. Et du coup on a prouvé. Et en gros globalement, je vais pas le faire ici, mais pour le cas où L est égal à 0 ou à plus infini, c'est exactement la même chose. En fait c'est juste que la différence ici, c'est que ça va pas être un nombre qui appartient à R. Ça va juste être, par exemple, si c'est 0, donc ça va être moins l'infini. Si c'est plus l'infini, ça va être plus l'infini. Pourquoi par exemple, pour le cas plus l'infini, donc tu as un plus 1 sur un qui tend vers plus l'infini. Donc, pareil, par composition des limites, ln de un plus 1 sur un tend aussi vers plus l'infini. Ok, c'est juste un changement de variable, genre là tu fais x égale un plus 1 sur un, et tac, t'as ce truc là. Et donc ensuite par ces arrows, encore une fois, t'en déduis que 1 sur n, ln de un, tend vers plus infini, et ensuite pareil, tu refais une composition de limite avec l'exponentielle, et tu trouves la même chose. Ln de un qui tend vers plus infini aussi. Et la différence c'est pour L est égal à 0, il y a une petite subtilité. C'est que en gros L tend vers 0, mais attention parce que de quel côté il tend vers 0, puisque en gros si un plus 1 sur un tend vers 0 du côté négatif, on peut pas appliquer le guide. Mais là l'avantage c'est que comme un est à valeur positive dans notre énoncé, bah c'est forcément qu'il tend du côté positif, il peut pas tendre du côté négatif. Et du coup, ici, quand on va composer par le logarithme, donc ça va être une composée de fonction, enfin une composition de limite, pardon, encore une fois, on va avoir ln de un plus 1 sur un qui tend vers moins l'infini, puisque le logarithme tend vers moins l'infini en 0+. Voilà. Donc ensuite, pareil, ces arrows, puis on applique l'exponentielle et on tombe sur le même résultat. Voilà. En vrai, rien de compliqué ici, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les questions pour que tout le monde ait un minimum de points. Mais du coup, elle ne rapporte pas énormément de points. Enfin, je sais pas en vrai combien de points elle rapporte par rapport aux autres, mais en tout cas, c'est pas énorme. Genre, enfin. Voilà. Et ensuite ça c'est juste des petits cas, donc n factoriel, on voit clairement que un plus 1 sur un c'est égal à n, donc plus 1 pardon, ça va tendre vers plus infini, donc c'est bon. Et il y a un petit peu de calcul à faire pour la deuxième qui est n puissance n sur n factoriel. Donc en gros faut globalement, on part de un plus 1, ok, et on va essayer de retomber sur un, donc on va dire genre n puissance n, ok, fois n plus 1 fois 1 sur n puissance n plus 1
puissance n. Ok, là j'ai juste réécrit le numérateur en faisant apparaître un n puissance n, et puis j'ai séparé un n plus 1, et au dénominateur j'ai n plus 1 facteur de n factoriel. Donc là ça s'annule. Là je vais retomber sur un, ok, et ici ce truc là est égal à 1 plus 1 sur n puissance n. Voilà. Et du coup le rapport des deux, le quotient, va être égal à 1 plus 1 sur n puissance n, qui va tendre vers E. Donc assez stylé. Parce que du coup avec ce petit lemme ici, on arrive à trouver que ça se tend vers E. J'avoue que vu comme ça, à moins de faire une petite équivalence avec la formule de Stirling, c'est pas évident.